On a souvent tendance à penser que pour bien faire, il faut faire compliqué, et ce principe peut être largement remis en cause dès lors qu'on parle d'investissement sur les marchés financiers. Il semblerait ici que les plus fainéants ne soient pas nécessairement les plus mauvais élèves, et même au contraire. Pour ceux qui souhaitent investir simplement et régulièrement sur les marchés financiers et réaliser des gains tout à fait respectables sur le long terme, je vous expose ici une stratégie envisageable. Il s'agira d'acheter qu'une seule action, une action qui vaut environ 300 €, qui est logeable sur PEA, et lorsqu'on regarde l'historique des performances de cette action-là sur les 43 dernières années, c'est un solide 10,9% qu'elle a pu fournir. Plutôt pas mal, non? Alors même si vous êtes novice sur les marchés financiers, je vous propose de vous embarquer avec moi dans cette vidéo et de vous fournir les armes afin de vous permettre de réaliser vos premiers gains en bourse le plus simplement possible. Attention, je vous rappelle que cette vidéo ne constitue pas un conseil en investissement ni une quelconque recommandation d'achat ou de vente de titres financiers. Et d'ailleurs, si vous découvrez la chaîne, bienvenue sur Value Investing. Ici, je vous propose du contenu éducatif sur l'investissement en bourse sur le long terme. Si vous débutez, vous trouverez d'ailleurs dans la description de cette vidéo un lien de téléchargement pour un guide pratique d'investissement en bourse sur le long terme. Et vous pourrez également vous inscrire à la newsletter pour recevoir tous les 15 jours environ un conseil, du contenu éducatif ou alors la dernière action que je viens d'acheter. Voilà, je ferme ici la parenthèse et je vous propose de commencer cette analyse par un constat. Les marchés boursiers sont haussiers sur le long terme. On va dans un premier temps essayer de comprendre pourquoi est-ce que c'est le cas. Et puis petit à petit, au fil de cette analyse, je vais vous amener vers la stratégie d'investissement en question de manière très pratique. C'est parti. Vous le savez peut-être, mais les marchés boursiers sont haussiers sur le long terme. Ça, c'est un point qui est important et qui marquera le point de départ de notre analyse, de la réflexion qu'on va tirer tout au long de cette vidéo pour établir notre stratégie d'investissement. Et pour bien comprendre pourquoi est-ce que les marchés boursiers sont haussiers sur le long terme, je vous propose de reprendre les réflexions d'un article de Chris Gillette, dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo, pour comprendre justement pourquoi est-ce que le S&P 500, donc l'indice des 500 plus grosses capitalisations américaines, est globalement haussier sur le long terme. Et bien entendu, le raisonnement appliqué au S&P 500, eh bien, on pourra l'extrapoler à l'indice des bourses mondiales. La première raison pour laquelle les marchés boursiers sont haussiers sur le long terme, évoquée dans cette réflexion, c'est le progrès technique. Et en fait, le progrès technique est inévitablement un des moteurs des marchés financiers, car il en résulte une amélioration globale de la qualité de vie en créant de la valeur en permanence pour le monde entier. Et évidemment, il y a une corrélation directe entre la valeur créée par les entreprises du monde entier et la capitalisation boursière globale. Vous le savez, plus une société crée de valeur, évidemment, plus son cours en bourse va pouvoir s'apprécier. Et pour preuve, on peut considérer le nombre de brevets émis à travers le monde entre 1790 et 2015, et on constate que ce graphe-là, du nombre de brevets émis, a une allure clairement exponentielle. Et encore plus intéressant, on peut jeter un œil à la relation entre les variations de l'indice américain, du S&P 500, et le nombre de brevets émis. Et ici, sur ce graphe, on voit représenter la moyenne glissante sur 6 ans de ces données-là. Et ici, sans pouvoir affirmer que l'une des données a un impact sur l'autre, l'auteur démontre cependant qu'il existe mathématiquement une corrélation évidente entre ces deux données, une corrélation entre l'indice américain du S&P 500 et le nombre de brevets émis. Or, plusieurs penseurs, chercheurs et économistes soutiennent la thèse selon laquelle le progrès technologique a lui-même un caractère exponentiel. Et si l'économie est basée sur le nombre de brevets émis, sur le progrès technologique, alors on pourra en déduire que l'économie aurait elle-même un caractère exponentiel. La croissance économique se ferait de manière exponentielle. Et d'ailleurs, si on observe l'allure du PIB par habitant aux États-Unis à travers le temps, entre 1871 et 2009, on retrouve effectivement cette allure exponentielle. Dans un monde à croissance infinie, c'est clair que ce serait merveilleux. Mais le progrès technologique n'est pas le seul paramètre qui rentre en compte et qui va pouvoir influencer l'évolution des marchés boursiers sur le long terme. On a également la productivité. Nous sommes capables de travailler moins et de produire plus, notamment grâce au progrès technologique, et cela a pour effet davantage de création de valeur pour les sociétés. Et ainsi, l'augmentation de la productivité est un facteur largement favorable à la croissance économique et à celle des indices boursiers. Et enfin, le troisième paramètre évoqué ici, c'est la croissance de la population. La raison est ici très simple. Une société qui peut vendre ses produits à 1 milliard de personnes vaut évidemment davantage que si elle ne pouvait les vendre qu'à 1 million de personnes. Et ainsi, la croissance démographique mondiale est naturellement source de création de valeur et donc source de croissance économique. Et ainsi, on va pouvoir retrouver un impact similaire sur l'évolution des indices boursiers.
On pourra donc retenir que d'après l'auteur, le progrès technologique, la productivité et la croissance démographique donnent au marché boursier sa caractéristique intrinsèque d'être structurellement haussier sur le long terme. Et c'est vrai que sur les dernières décennies, et a priori, cette hypothèse n'est aujourd'hui pas remise en question. En revanche, investir en bourse, c'est bien évidemment également avoir confiance dans le système monétaire, économique et financier actuel, et à ce titre, on peut reprendre les propos d'un gérant de portefeuille, Bernd Carlson, qui sont assez parlants. Investir sur les marchés boursiers est un exercice de foi en l'ingéniosité humaine, foi dans le système capitaliste et foi en d'autres personnes désireuses d'améliorer leur sort dans la vie. Si vous avez foi dans ce système, l'idée étant donc désormais de tirer profit le plus simplement possible de la caractéristique haussière des marchés boursiers sur le long terme. Pour cela, on a plusieurs outils à notre disposition et ici je vous propose de vous présenter un outil phare, l'indice MSCI World. MSCI, c'est une entreprise de services financiers qui publie notamment ce qu'on appelle des indices boursiers. Alors un indice boursier, c'est un groupement d'actions qui va servir à évaluer, ça peut être différentes choses, ça peut être évaluer un secteur, une zone géographique, une économie ou un pays en particulier par exemple. On va pouvoir retenir par exemple le fameux CAC 40, donc l'indice des 40 plus grosses capitalisations françaises, le S&P 500, les 500 plus grosses capitalisations américaines, le Nasdaq qui est l'indice des valeurs technologiques américaine, etc. L'indice qui va ici nous intéresser, c'est l'indice du MSCI World, donc l'indice monde, qui va reprendre les grandes et moyennes capitalisations de 23 pays développés. Alors même si l'image qu'il nous fournissent est d'assez mauvaise qualité, on peut quand même reprendre la classification que nous donne directement le site donc de MSCI. Et ici, on voit que sur le côté gauche, on retrouve les pays de l'indice MSCI World, donc ici les pays développés. On a les États-Unis, le Canada pour les Amériques, et puis en termes de nombre de pays, ici on va avoir une prédominance assez nette de l'Europe et du Moyen-Orient, et on va également retrouver quelques pays Asie-Pacifique, Singapour, Nouvelle-Zélande, Australie, etc. Ensuite on retrouve dans une autre catégorie les pays émergents, ça c'est important, on reviendra dessus par la suite, mais vous le voyez qui ne font pas partie de l'indice MSCI Monde. Et puis on retrouve finalement ce qu'ils appellent des pays frontières, donc qui eux ne feront ni partie des pays émergents, ni des pays développés, au sens de MSCI, et qui seront beaucoup plus marginaux en termes de capitalisation boursière. Ensuite, pour bien comprendre comment est structuré cet indice-là, le MSCI Monde, on peut se référer à ce qu'ils appellent la fact sheet. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Ici, MSCI nous rappelle que l'indice reprend les grandes et moyennes capitalisations de 23 pays développés, et puis également que l'indice est directement exposé à quasiment 1600 entreprises, et que cet indice-là couvre environ 85% de la capitalisation flottante de chaque pays. Donc vous voyez, ça nous donne tout de suite une exposition globale assez large et tout de suite particulièrement diversifiée, et évidemment ça c'est particulièrement intéressant. On retrouve également juste dessous la performance de 3 indices différents. L'indice MSCI Monde, donc celui des pays développés qui nous intéresse ici, l'indice des pays émergents, Emerging Markets en jaune, et l'indice ici qui regroupe les deux, on l'a vu tout à l'heure sur le tableau des pays. En gros, si on rajoute les pays développés et les pays en voie de développement, on obtient ce qu'on appelle le MSCI ACWI, pour All Country World Index, l'indice de tous les pays mondiaux. Et ici, on voit juste dessous les performances de chacun des indices en base 100 depuis mars 2006, et on voit que c'est le MSCI World des pays développés qui surperforme à ce jour les deux autres indices, avec une surperformance assez nette sur les marchés émergents. On retrouve ensuite juste dessous des données fondamentales qui sont très intéressantes pour mieux analyser chacun de ces produits-là, donc le monde, l'emerging market et tous les pays regroupés. On retrouve le rendement du dividende qui est similaire pour chacun des trois indices aux alentours des 1,8%. Et ensuite sur la droite, on va avoir des indications sur la valorisation de ces trois indices-là. Le Price Earnings Ratio ici, qui mesure le rapport entre les capitalisations globales de ces indices et les bénéfices nets qui sont générés par les entreprises qui constituent ces indices-là. Globalement, plus cet indicateur-là est élevé, alors plus on dira que l'indice est cher. Ici, on voit qu'au 31 mars 2021, c'était l'indice MSCI World qui était le plus cher avec un PER de 30 contre 21 pour l'indice des marchés émergents. Ce sont ici des PER qui sont relativement élevés par rapport à leur historique et c'est pour ça qu'on dit que en ce moment, les marchés boursiers sont relativement élevés, sont relativement chers.
En revanche, bien évidemment, ici on retrouve également l'impact de la pandémie qui a eu évidemment un impact significatif sur les bénéfices nets réalisés par les entreprises, ce qui fait mécaniquement et artificiellement du coup augmenter ces PER. Ce qui est intéressant donc, c'est également de considérer le PER à venir, le forward PER, qui lui estime le PER pour l'année prochaine. Et donc lorsqu'on intègre les perspectives de croissance économique des différentes zones à travers le monde, eh bien on voit que pour la capitalisation au 31 mars 2021, en tenant compte des bénéfices qui seront réalisés à la fin de la période, eh bien l'indice du MSCI Monde n'a plus qu'un PER de 20 et les marchés émergents ont un PER de 15, ce qui est tout de suite beaucoup plus raisonnable. En revanche, attention ici aux perspectives économiques qui ont été intégrées pour calculer ce PER à venir. Si ces perspectives économiques ont été particulièrement optimistes, eh bien il est possible qu'au final, le réel PER à venir soit plus élevé que cela. Ensuite, en deuxième page, on retrouve d'autres informations largement intéressantes et notamment les 10 sociétés prépondérantes dans cet indice-là du MSCI World. On retrouve du Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Google, Tesla, ensuite un peu de bancaire, de la santé et des services financiers avec Visa. Mais globalement, vous voyez ici que toutes les premières lignes avec les pondérations supérieures à 1% dans l'indice, ce sont des sociétés technologiques. On retrouve également les expositions clés de cet indice-là, avec représenté en bleu donc les expositions de l'indice monde, comparé au jaune qui représente l'exposition de l'indice des marchés émergents. On voit ici que globalement on a une sous-exposition ici en vert qui correspond aux petites capitalisations. Les petites sociétés sont ici sous-représentées dans cet indice-là. Et de la même manière, on a une sous-représentation ici dans l'indice monde des sociétés de croissance, les sociétés, les momentum stocks, surtout comparé aux marchés émergents, évidemment où on retrouvera davantage de sociétés de croissance ici. Ensuite, en ce qui concerne les secteurs, on a ici à plus de 21% des sociétés technologiques. Donc comme on le disait tout à l'heure, une prépondérance technologique. Mais si vous regardez bien, ici on a 21% en catégorisé technologie de l'information. Or, tout à l'heure on voyait que dans les 10 principaux constituants, on avait des sociétés technologiques et vous voyez ici que Amazon, Facebook et Google ne sont même pas catégorisés en tant que sociétés technologiques. Donc, en fait, cette pondération-là des sociétés technologiques, elle est bien supérieure à 21% dans l'indice. Ça, c'est un premier point qui est vraiment important à bien comprendre. On a ici une surpondération des valeurs technologiques dans l'indice MSCI Monde. Ensuite, si on regarde ici la géographie, ici de la même manière, on a une prépondérance qui est très très nette sur les États-Unis. Donc vous voyez qu'on avait 23 pays développés avec environ 1600 entreprises qui étaient représentées dans cet indice-là, mais quand on creuse en fait, quand on va voir ce qu'il y a derrière, on comprend qu'on a d'une part une très large pondération des valeurs technologiques et d'une autre part une très large surpondération également des États-Unis. C'est d'ailleurs cette pondération qui est probablement responsable au moins en partie de la bonne performance de l'indice sur les dernières années. Donc d'ailleurs, si on regarde cette performance-là, on peut retrouver un rendement moyen fourni par cet indice-là, MSCI Monde, d'environ 11%, donc 10,86% pour être exact, entre décembre 1978 et février 2021. On retrouve évidemment le crack de la bulle internet dans les années 2000 et celui de la crise des subprimes en 2008, puis s'ensuit une expansion économique formidable et une performance à partir de 2020 largement tirée par justement ces valeurs technologiques qui sont surpondérées dans cet indice-là. Mais ici, la donnée clé à retenir, c'est 10,86% de performance depuis décembre 1978 avec une large surperformance sur la dernière décennie. Et ici, on peut d'ailleurs peut-être faire le lien avec l'introduction de cette analyse sur les réflexions de Chris Gillette avec ce qui portait la capitalisation boursière mondiale, à savoir le progrès technologique qui lui croît de manière exponentielle, la productivité et la croissance démographique mondiale. On voit qu'ici un investisseur qui chercherait à reproduire la performance de cet indice-là, du MSCI Monde, quel que soit le moment où il serait rentré sur ce marché sur les dernières décennies, eh bien aujourd'hui, en 2021, il se retrouverait gagnant avec une large surperformance évidemment sur les dernières années. La question étant donc désormais, comment est-ce que nous, en tant qu'investisseurs particuliers, eh bien est-ce qu'on peut s'exposer à cet indice MSCI Monde pour essayer de reproduire au sein de notre portefeuille le comportement de la capitalisation boursière mondiale de ces 23 pays développés. Ici, on va pouvoir s'intéresser à ce qu'on appelle des ETF ou des trackers, qui sont des fonds de placement cotés qui visent à répliquer la performance d'un indice boursier ou d'un groupe d'actions. Ce sont des produits financiers aux avantages certains et on en a en particulièrement 3.
Le premier avantage sont les faibles frais de gestion, environ 0,2 à 0,5% par an pour un ETF classique contre environ 2% par an pour un fonds de gestion classique. Ensuite, on a évidemment la diversification importante qui est procurée par ces produits financiers-là. On l'a vu, si on arrive à trouver un bon ETF qui permet de répliquer l'indice MSCI Monde, alors tout de suite, on s'expose à 23 pays développés et 1600 entreprises en achetant juste un ETF. Et puis, évidemment, on a finalement la simplicité de gestion et d'accès, puisque en achetant justement un seul ETF, eh bien, on peut s'exposer à ces 23 pays-là, et tout cela en achetant juste une seule action qui vaut quelques dizaines ou alors quelques centaines d'euros parfois en fonction des ETF. Le problème ici, c'est qu'il existe plusieurs ETF qui sont proposés par différents émetteurs. Ils ont tous des modes de fonctionnement différents et leurs propres caractéristiques. Alors, comment les choisir? Alors, il existe de nombreux ETF pour s'exposer au MSCI World. J'ai fait un gros tri en amont de tous ces produits financiers ici pour n'en retenir que deux, les deux principaux, celui qui est proposé par Amundi et un autre qui est proposé par Lyxor. Ici, je vous propose le comparatif entre ces deux ETF pour finalement vous donner mon point de vue sur celui qui est à mon sens préférable à retenir pour s'exposer à l'indice du MSCI World au sein d'un PEA. Justement, ce sera notre premier critère ici, c'est l'éligibilité au PEA pour profiter des avantages fiscaux que fournit ce support. Ici, c'était un des critères de sélection que j'ai établi en amont, donc les deux ETF sont éligibles au PEA, d'autant plus que, évidemment, l'objectif de détenir un ETF sur un compte d'investissement en bourse, ça va être justement de le détenir sur le long terme pour profiter de la caractéristique haussière des marchés sur le long terme. Donc on va vouloir le détenir sur plusieurs années et évidemment bénéficier des avantages fiscaux du support. Si vous n'êtes pas au clair sur les différents supports d'investissement, le compte titre ordinaire et le PEA, je vous le mets dans la description de cette vidéo, une vidéo comparative complète que j'ai réalisée justement sur la différence de ces deux supports que je vous invite à regarder et surtout à bien comprendre. C'est la base quand on souhaite investir en bourse, c'est de bien comprendre le fonctionnement de ces deux supports là. Ensuite, le second critère de sélection que j'ai retenu, c'est les frais de gestion. Évidemment, on va chercher à avoir des frais de gestion les plus faibles possibles. Et si sur ces deux ETF, on a des frais de gestion qui sont plutôt raisonnables, c'est pas ce qu'on trouve de plus bas. On en trouve des bien plus bas, aux alentours des 0,2%. Ici, sur celui d'Amundi, on est à 0,38% par an et celui de Lyxor à 0,45%. On se situe déjà dans ce qu'on pourrait considérer comme étant la fourchette haute acceptable des frais de gestion des ETF. Mais globalement, pour pouvoir s'exposer à des pays non européens au sein d'un PEA, eh bien, ça va être quelque chose de nécessaire. Ce sera lié au type de réplication. On le verra, c'est notre dernier critère. Et puis, dans tous les cas, ça reste bien inférieur aux frais de gestion d'un fonds traditionnel qui s'élève, on le disait tout à l'heure, aux alentours des 2%. Ensuite, on a la gestion des dividendes. Est-ce que les dividendes sont ce qu'on appelle distribués? Est-ce que vous les recevez sur votre compte? Ou alors, est-ce qu'ils sont automatiquement réinvestis pour pouvoir bénéficier à terme de l'effet des intérêts composés? Ici, les deux ETF sont ce qu'on appelle capitalisants. Les dividendes sont automatiquement réinvestis au sein de votre ETF. En ce qui concerne l'encours, désormais, c'est quelque chose qui indique la liquidité de l'ETF. En gros, est-ce que celui-ci va être capable de supporter de gros volumes d'achat et de vente? Et aussi et surtout, est-ce que cela va pouvoir éviter le risque de fermeture de l'ETF? Un ETF qui aura un encours trop bas, eh bien potentiellement, ça représente un risque de fermeture à terme pour ce produit financier-là. Et globalement, il est bon d'investir sur des fonds indiciels ou des ETF ayant un encours d'au moins 100 millions d'euros. Ici, ce n'est pas le cas pour celui de Lyxor, c'est un vrai point noir pour celui-là. Et en revanche, pour celui d'Amundi, on a un très bon encours à 1453 millions d'euros à ce jour. Ensuite, la qualité de réplication. Évidemment, l'objectif de notre ETF, ça va être de répliquer l'évolution de l'indice du MSCI World. On va vouloir que cette réplication se fasse de la manière la plus fidèle à l'évolution de l'indice. On peut évaluer pour cela ce qu'on appelle la tracking difference ou la tracking error sur la fiche de ces produits-là et également sur le site Tracking Site, on peut retrouver ces informations-là. En revanche, pour Amundi, ici, on a une validation du critère, mais pour Lyxor, eh bien, je ne suis pas parvenu à trouver des informations justement sur ce qu'on appelle donc la tracking difference ou la tracking error. Je ne suis pas sûr qu'ils communiquent dessus, je n'ai pas non plus trouvé ça sur le site Tracking Site, donc ici c'est un point d'interrogation et évidemment ce sera un point favorable ici à l'ETF d'Amundi. Enfin, le type de réplication, on retrouve deux types de réplication, physique ou synthétique. Physique lorsque le fonds achète automatiquement les actions en elles-mêmes réelles et synthétique lorsque le fonds passe par des produits dérivés pour pouvoir répliquer le comportement de l'indice. Ici, en réalité, ça a un peu d'impact sur le choix d'un ETF et dans tous les cas, c'est nécessaire
d'avoir un ETF synthétique pour s'exposer à d'autres marchés comme on le disait tout à l'heure sur PEA. Donc ici vous vous en doutez, au vu de ce comparatif sur les deux ETF phares pour intégrer du MSCI World dans son portefeuille, eh bien c'est l'ETF d'Amundi qu'on retiendra, car évidemment il propose des frais de gestion qui sont plus faibles, un encours bien plus sécurisant et il nous donne des informations également sur la qualité de réplication de l'indice. Si vous souhaitez l'intégrer dans votre portefeuille, il faut faire la recherche dans votre courtier de ce produit financier là et on identifie des titres financiers via ce qu'on appelle le code ISIN ou alors parfois sous un code plus simple à retrouver qu'on appelle le code mnémonique. Ici le code mnémonique de cet ETF c'est le CW8, donc que vous pourrez retrouver très facilement a priori au sein de votre courtier. On pourra donc retenir l'ETF CW8 généré par Amundi pour s'exposer au sein de notre PEA à l'indice MSCI World et tirer profit sur le long terme de la caractéristique haussière des marchés boursiers. En revanche, attention ici, on retiendra bien que cet indice présente une large surpondération d'une part des valeurs technologiques, mais également une surpondération des États-Unis. L'autre bémol de cet indice-là, c'est qu'il n'intègre pas les pays émergents, ce qui est quand même dommage. Ici, on a une alternative pour intégrer ces pays émergents. Souvenez-vous du tableau des pays présenté par MSCI, c'est l'indice ACWI. En revanche, ici, l'inconvénient, c'est qu'il n'est pas possible de trouver un ETF qui va pouvoir répliquer cet indice ACWI et qui va être logeable sur PEA. En revanche, on va pouvoir contourner et fabriquer un petit peu artisanalement cet ETF ACWI en investissant d'une part dans notre PEA sur l'indice MSCI World, donc qu'on vient de voir à travers le produit CW8, et puis en complétant avec un ETF qui va répliquer le MSCI Emerging Market que lui, on va pouvoir trouver éligible au PEA. Si on se réfère à la fact sheet de cet indice-là du MSCI Emerging Market, on retrouve une exposition aux grandes et moyennes capitalisations de 27 pays émergents à travers 1400 sociétés environ et un indice qui couvre 85% environ de la capitalisation de ces pays-là. Comme on l'a vu tout à l'heure, on retrouve un indice MSCI marchés émergents qui sous-performe depuis mars 2006 légèrement l'indice MSCI Monde, mais également on retrouve un indice qui s'échange aujourd'hui à un ratio de valorisation plus attractif de 21-22 environ, comparément à 30 pour l'indice Monde. Des prévisions de ratio cours sur bénéfice à venir de 15 environ pour celui des marchés émergents contre 20 pour l'indice Monde. En ce qui concerne ses principaux constituants désormais, eh bien on retrouve un petit peu le même biais en revanche désormais ici que dans le MSCI Monde. On retrouve une forte exposition aux sociétés technologiques via Tencent, Alibaba, Samsung et également on notera qu'on a une très forte pondération ici de Taiwan Semiconductor TSMC avec plus de 6% de l'ETF à elle seule. En ce qui concerne les expositions désormais, on retrouve ici une sous-pondération des petites capitalisations et en revanche ça c'est assez intéressant, on retrouve ici une surpondération des sociétés momentum, des sociétés de croissance. Finalement on retrouve ici une surpondération des valeurs technologiques à environ 21%, donc comme pour l'indice MSCI World. En revanche ici avec le même biais, vous voyez avec Tencent et Alibaba qui sont respectivement classifiés en tant que services de communication et consommation discrétionnaire. Donc ils ne sont même pas classifiés en tant que sociétés technologiques, donc des techs, et pourtant cela représente quasiment 11% en poids de l'indice. Et enfin, dernière remarque, en ce qui concerne la répartition géographique, on retrouve ici une répartition un petit peu plus équilibrée que pour l'indice MSCI Monde, avec la Chine qui représente tout de même près de 38% en poids de cet indice-là, et Taïwan 14%, ainsi que la Corée du Sud 13%, puis l'Inde à 10% environ, et les autres pays des pondérations un petit peu plus marginales. Si vous souhaitez ainsi compléter votre ETF MSCI World avec des marchés émergents dedans, on pourra retenir l'ETF d'Amundi de nouveau, ici avec le code mnémonique PAEEM. Ensuite, d'un point de vue purement pratique, désormais pour rentrer sur ces titres-là, on a plusieurs stratégies qui sont envisageables. La première stratégie qu'on pourra citer, c'est ce qu'on appelle le DCA, pour Dollar Cost Average. Cela consiste tout simplement à rentrer sur un titre sans stop loss, c'est-à-dire sans ordre de vente à seuil de déclenchement, donc vous ne protégerez pas votre capital. En revanche, ce que vous allez dire, c'est que dès que le cours va chuter de X%, eh bien vous déciderez de racheter votre position pour la renforcer et faire baisser votre PRU, ce qu'on appelle votre prix de revient
unitaire. Ça, c'est une des stratégies. En revanche, encore une fois, ici, attention, ici votre capital n'est pas protégé, c'est-à-dire que en cas de krach boursier, si les indices perdent 30%, eh bien votre capital, la valeur de votre capital fondra également de 30%. Ici, vous n'êtes donc pas couvert contre un risque de correction majeure des indices, en particulier dans le contexte particulièrement nerveux dans lequel nous nous situons aujourd'hui, avec des niveaux de valorisation, on l'a vu tout à l'heure au travers des PER des indices qui sont relativement élevés. En fonction de votre appétence au risque et de votre horizon d'investissement, vous pourrez donc également envisager d'investir avec des considérations d'analyse technique, c'est-à-dire en utilisant les graphes pour supporter votre décision et en plaçant également des stop-loss qui vont pouvoir couvrir votre capital en cas de chute des indices. En termes d'analyse technique ici sur l'indice MSCI Monde, on voit qu'on est sur des plus hauts historiques avec un ETF qui s'échange à 368 €. On pourrait envisager ici rentrer sur repli sur un des niveaux support successifs qu'on pourrait identifier sur le graphique. On aurait un premier niveau support horizontal ici à 353 €. Donc une des hypothèses pourrait être d'attendre un repli sur ce niveau-là pour pouvoir se positionner en plaçant un stop loss juste sous ce niveau. Une fois reprise des cours et rebond matérialisé sur ce support, on pourrait établir la même stratégie sur une zone support un peu plus significative, celle des 333 € qui correspond au point le plus haut de février 2020. Voilà qui clôture cette vidéo, j'espère qu'elle vous a permis d'y voir un petit peu plus clair sur le fonctionnement de ces indices-là et sur les différentes stratégies d'investissement qu'on peut adopter vis-à-vis des ETF. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter pour recevoir tous les 15 jours environ un conseil, une analyse boursière ou alors la dernière action que je viens d'acheter. Pour les débutants, vous pouvez également télécharger le guide pratique d'investissement value débutant dont le lien se trouve dans la description. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao.